Bonjour à tous, on poursuit les rencontres professionnelles Hello Santé Nutrition, dernier rendez-vous de cette première journée, avec un sujet qui concerne tous les éleveurs, quelle que soit leur production, et qui concerne même un agriculteur sur deux aujourd'hui. On va parler de la transmission de son exploitation. Je rappelle donc ce chiffre très étonnant, la moitié des agriculteurs va prendre sa retraite dans les 10 ans qui viennent. Transmission, renouvellement en agriculture, c'est même un dossier important, prioritaire pour le gouvernement qui tient en ce moment des réunions sur le sujet dans l'objectif de légiférer. Le gouvernement prépare une loi sur ce sujet dans les mois qui viennent. Alors pour parler de transmission, nous sommes avec un agriculteur qui vient de céder son exploitation. Bonjour Lionel Amouriot. Bonjour. Merci d'abord à vous d'être ici. Votre expérience et la façon dont vous avez transmis sera utile, même si c'est en cours de transmission, vous allez nous dire ça. Utile à tout le monde, parce que vous allez voir, c'est des choses dont il faut s'occuper très tôt, et vous avez beaucoup travaillé, vous avez travaillé en amont. Je rappelle que nous sommes dans les locaux des éditions du Bois Baudry, qui publient 3 magazines professionnels de référence dans l'élevage, PLM pour les producteurs de lait, Pormag et filière avicole. Nous sommes aussi avec la BPGO, la Banque Populaire Grand Ouest, banque régionale, coopérative, proche des éleveurs, qui vous accompagne sur le terrain au quotidien. Mélanie Villebout, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice du marché des professionnels et de l'agriculture à la BPGO. Alors, la Banque Populaire Grand Ouest, ça pèse quoi aujourd'hui dans le monde agricole ? Alors bonjour, d'abord je tenais à remercier les éditions du Bois Baudry pour cette invitation. Juste la Banque Populaire Grand Ouest est fière d'être partenaire premium de cet événement. Et qu'est-ce que ça veut ? Alors déjà on va parler d'un sujet, un enjeu majeur, la transmission. Et qu'est-ce que ça pèse pour nos 9200 clients agriculteurs à la banque qui nous font confiance ? C'est un marché important, c'est 21 000 clients avec la double relation et c'est 1,3 milliard d'encours de crédit. Donc c'est du monde. Et c'est du monde. Et la transmission, comme on le dit, vraiment ça concerne énormément de monde. Lionel, on va vous donner la parole très rapidement parce qu'on a envie de vous entendre. Mais avant de vous entendre, j'aimerais qu'on vous voit. Vous êtes installé, ou plutôt vous étiez installé à Saint-Sulpice-des-Landes dans le sud de l'Ille-et-Vilaine. Vous venez de céder, vous êtes en cours, vous allez nous dire ça précisément. Mais d'abord, pour mieux vous connaître, regardons ces images. On fait partie de la petite zone de Redon et la viande que je commercialise, elle est commercialisée sous la viande des Pays de Redon d'ailleurs. On est dans un secteur très herbagé, pas de phyto, les OGM on oublie. Le maître mot sur l'exploitation, c'est autonomie, autonomie à toutes les sauces. On en mange matin, midi et soir. Alors en fait, moi j'ai grandi parmi les vaches. Je suis fils d'agriculteur dans une petite ferme, mes parents avaient 23 hectares avec 15 vaches à l'époque. Et puis mon rêve, c'était de devenir agriculteur. Donc l'exploitation, c'est 250 hectares de terre et c'est donc 200 vélages par an avec toute la suite derrière. On est à peu près sur 500 têtes sur l'exploitation. Alors dans les années à venir, c'est dès 2022. Au 1er octobre 2022, j'installe 2 jeunes. De 250 hectares actuellement, je descends moi à 60 hectares, toujours avec mon épouse, et j'installe 2 jeunes sur des sites différents, puisqu'on a 4 sites sur l'exploitation. Quand on veut transmettre, il faut se poser des questions bien avant. Il ne faut pas attendre la dernière année en se disant j'arrête l'an prochain et puis je trouve quelqu'un. Et surtout, savoir ce qu'on veut. C'est l'objectif qu'il faut se donner. Est-ce qu'on veut de l'argent ? Est-ce qu'on veut transmettre un outil ? Est-ce qu'on veut... Voilà, il faut se donner un objectif. Le repreneur, je ne le vois pas comme quelqu'un qui a juste les moyens de reprendre. Ça, on trouve, c'est pas un problème. On peut avoir aujourd'hui des gros groupes qui rachètent des exploitations, des terres. Moi, mon repreneur, dans l'idéal, c'est quelqu'un qui va continuer ce que j'ai construit. Et ça, j'y tiens particulièrement. C'est important d'avoir une continuité dans ce que j'ai fait. Et je pense que les 2 jeunes que j'installe vont continuer ça. À leur façon, sans doute, mais vont continuer la démarche qui a été commencée. Et ça, ce sera ma plus grande fierté. Merci beaucoup Lionel, on vient de voir justement votre projet de transmission. Merci à vous encore une fois d'être ici présent dans le studio des éditions du Bois Baudry en direct. On a bien compris que la transmission pour vous c'était pas uniquement une question d'argent, on va y venir. Quel âge avez-vous Lionel ? Alors j'ai 54 ans.
54 ans. Donc un jeune retraité. Et vous avez déjà transmis? Alors, au 1er octobre, on a laissé les 2 tiers d'exploitation. On a installé 2 jeunes. Donc, notre neveu, avec qui on avait pour projet, dans un premier temps, de se mettre en GAEC. Et on a commencé la démarche. Et on a vite compris, en fait, que ces avantages étaient nos inconvénients et inversement. Donc, à un moment donné, j'ai dit stop, on arrête tout. Et on va t'installer progressivement sur l'exploitation, et il va reprendre l'exploitation sur plusieurs années, parce que c'est pas possible de le faire tout d'un coup financièrement. Donc il va reprendre, il a repris un tiers de l'exploitation, et il reprendra le tiers restant dans 4 ans et demi. Bon. Et on a installé, parallèlement à ça, j'avais un autre jeune. Comme on y est, on en a installé 2. Et on a installé, comme on avait 4 sites, sur un autre site où on avait construit des bâtiments tout neufs, c'est tout récent. On a installé un autre jeune qui cherchait, lui, depuis un moment à s'installer, à trouver une ferme. Et à un moment donné, je me suis dit, ça y est, j'ai les personnes qui correspondent à ce que j'aurais souhaité dans 10 ans. Je les ai aujourd'hui, et il faut peut-être prendre le train quand il passe. Ah, c'est pour ça que vous l'avez fait si tôt, parce qu'à 54 ans, c'est quand même tôt. C'est vrai. Et en fait, vous n'êtes pas cheminot. En fait, c'est dans ma tête, je me suis dit, plutôt que on était parti dans un système GAEC avec une structure relativement conséquente, avec beaucoup de travail. Donc, on arrive quand même en fin de carrière, on a déjà donné beaucoup. Et à un moment donné, il faut se dire, peut-être se préserver un petit peu. Et donc, le fait de laisser cette partie-là, on va essayer de se reconstruire sur quelque chose d'autre les années restantes, mais beaucoup plus cool. D'accord, pour faire autre chose de votre vie, finalement. Tout à fait. Ce qui n'est pas anodin. Quand est-ce que vous êtes posé la question la première fois? En fait, c'est posé le jour où on a décidé qu'on arrêtait le GAEC. En fait, c'est dans la logique, c'était qu'on se mette en GAEC avec notre neveu jusqu'à notre retraite. Ah oui, d'accord. Et le fait qu'à un moment donné, on s'est dit non, stop. Je me suis dit stop. Ça marchait pas. Ça n'ira pas, parce qu'en fait, on part déjà, on part pas sur le même pied d'égalité, parce qu'en fait, nous, on a un objectif d'arrêt, alors que le jeune, lui, il démarre, il a envie de foncer. Donc déjà, on part pas sur la même base, et on va déjà se créer des différences dès le départ, et ça risque de peut-être même crisper après derrière. Vous avez senti qu'il y avait des tensions possibles. Oui, c'est la famille en plus, donc c'est notre neveu, donc il y a aussi le côté famille qui est là, et on pouvait casser beaucoup de choses d'un coup. Donc d'une belle histoire, on aurait pu faire quelque chose de pas bien du tout. De négatif. Voilà, c'est ça. Comment ça s'est déroulé? Est-ce qu'il y a eu des étapes? Alors les étapes, c'est le jour où on a décidé d'arrêter le GAEC. Là, tout est allé très vite en fait, parce qu'on a dit jeudi à Dylan, moi tu vas reprendre cette partie de la ferme. L'année après, tu prendras le reste, c'est-à-dire au 1er octobre 2022, et dans 5 ans, tu prendras le solde. D'accord. Et moi, à l'origine, je devais rester sur l'autre ferme sur mes dernières années où on a installé l'autre jeune. Puis du coup, on a décidé carrément de tout changer. On change de vie et on part sur la côte se réinstaller. Donc, je vais être un futur jeune agriculteur. D'accord, sur la côte. Sur la côte. Et dans quelle production? Toujours en vache à étang, parce que l'élevage pour moi c'est toute la vie. Donc. Mais sur la côte. Mais sur la côte, ouais. Mais avec quelque chose de beaucoup moins important, et puis où je vais un petit peu me la couler douce. Tranquille. On va comparer à ce que vous faites aujourd'hui. Voilà, mais vous allez travailler quand même. Ouais, forcément. Je pense que c'est dans le gène, ça, on n'y peut rien. Quoi. Bon, y a-t-il d'autres étapes? On a vu la première étape, c'est de se dire, ok, là on a trouvé la méthode, on a trouvé la progression, si je puis dire comme ça. C'est quoi les 2-3 autres étapes derrière? Maintenant, on va attendre. Alors déjà de retrouver pour moi l'exploitation qui me convient pour me réinstaller sur la côte. Là, vous allez trouver. C'est en cours. C'est presque fait, mais pas tout à fait. Faut pas dévoiler. On est rendu un petit. Faut pas qu'on va trop vite. Et par contre, la suite, c'est qu'en fait, notre neveu, ça se passe bien aussi, parce qu'on a quand même investi aussi pour leur installation, puisqu'on a investi dans des bâtiments neufs, et que ça se passe bien de façon à ce que dans 5 ans, 4 ans et demi maintenant, ils puissent reprendre le reste de l'exploitation, afin que ma femme puisse me rejoindre dans votre nouvelle vie. Voilà, c'est ça, tout à fait. C'est votre petit élevage bord de côte. Voilà, c'est ça. Mélanie Villebout, des cas comme Lionel, vous en avez, j'allais dire à l'appel, des dizaines. Qu'est-ce que vous retenez de son parcours à lui? Alors, ce que je retiens, le point essentiel à souligner, c'est l'anticipation qu'a entrepris Lionel dans son. Et en fait, il transmet là en octobre, bien avec un âge beaucoup plus jeune que celui de l'âge effectif de la retraite. 54 ans, c'est quand même très tôt. C'est quand même très tôt. C'est la moitié d'une vie. Et donc, voilà, il faut rappeler. Enfin, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est de rappeler à tous nos exploitants que chaque transmission est quand même unique. Oui. Voilà, donc il faut que chaque exploitant, chaque agriculteur se pose la question en fait de se dire comment je vais transmettre. Comment je veux transmettre et comment je m'y prends
Et donc, vous l'avez dit, Lionel, c'est vraiment de se dire jusqu'à aller identifier des repreneurs. Et oui, il a été vraiment très très loin, lui, dans la réflexion, dans l'anticipation. On est bien d'accord. Est-ce que tout le monde est comme ça entre nous? Eh bien, tout le monde n'est pas comme ça, mais l'exemple de Lionel est un bel exemple de belle transition. Donc, non, tout le monde n'est pas comme ça. Tout le monde n'est pas comme ça. Voilà. Alors, il y a plusieurs valeurs. On l'a bien vu dans le film et on l'entend dans vos paroles, Lionel. Il y a la valeur évidemment économique, il y a la valeur patrimoniale, il y a la valeur sentimentale, il y a la fierté. Vous avez utilisé ce mot de fierté et on y reviendra parce que c'est extrêmement important. Une exploitation agricole, c'est un peu nous-mêmes, c'est notre identité, quoi. Et donc, comment on évalue ces différentes valeurs, Mélanie? Justement, valeur patrimoniale à côté, valeur économique et valeur sentimentale. Je vais d'abord faire un point sur la valeur sentimentale. On est dans l'agriculture. Oui. C'est nos veines, c'est notre vie, c'est notre histoire. Et cette valeur sentimentale, elle existe réellement. C'est pas simple que de transmettre parce qu'il y a un lien inévitable avec la famille ou la terre. Ensuite, oui, au moment de transmettre, on a beau être amoureux de ses bêtes, sa terre, etc. Il y a la réalité qui vient, il faut transmettre la valeur économique d'un côté et la valeur patrimoniale de l'autre. Il faut vraiment s'entourer de tous les acteurs qu'on peut être. Alors bien sûr la banque, mais pas que, les chambres d'agriculture, les acteurs, les centres de gestion, les pairs, pour vraiment avoir tous les interlocuteurs spécialisés et puis pour réaliser peut-être un bilan patrimonial d'un côté. C'est possible ça, faire un bilan patrimonial. Sûr, c'est possible. Et on a un chiffre quoi. À la fin. En fait, on se dit moi je suis exploitant agricole, mais patrimonialement parlant, j'ai ces biens là, j'ai cette épargne là, mais j'ai aussi ce bien qui existe. Donc voilà, il existe un bilan patrimonial que nous on peut faire à nos clients, bien sûr. Et puis ça permet aussi d'affiner l'estimation. Et puis il y a aussi des experts pour la valeur économique le coup, parce que valeur économique, c'est est-ce qu'elle gagne de l'argent ou pas, et combien elle gagne. Et combien c'est une valeur économique comme un fonds de commerce. Ça vaut quoi mon exploitation? Donc il peut y avoir une sacrée différence avec la valeur patrimoniale. Il peut y avoir effectivement. Alors quand on rajoute le sentimental là-dessus, il faut anticiper, je le dis depuis le début, mais aussi pour mettre à plat ce que ça vaut sur les trois sujets, quoi. Sentimentalement parlant, patrimonialement parlant et économiquement parlant. Et j'allais dire, c'est presque un cheminement de vie, en tout cas c'est comme ça que je le ressens avec Lionel. Justement, entre ces différentes valeurs, vous avez fait des choix, parce qu'on l'a entendu dans ce que vous nous avez dit, vous avez fait des choix. Comment est-ce que vous avez fait? Et je complète, est-ce que vous avez eu des doutes à un moment donné? Est-ce que vous vous êtes dit, ça fonctionne pas comme je le souhaiterais? En fait, évidemment, on a le côté financier qu'on a acquis durant toutes ces années de travail. C'est bien normal. On est souvent riche en agricole quand on arrive à la fin. C'est ce qu'on dit, c'est qu'on vit pauvre, on meurt riche. Et donc, on est obligé d'en tenir compte parce qu'on a quand même travaillé dur pour arriver à ça. Mais à côté de ça, donc là, si on veut le côté argent, on vend tout au plus fort possible. On regarde que ce côté-là, et du coup, c'est comme si on transmet une entreprise banale. On s'occupe pas du sentiment. On l'oublie. Et dans le monde agricole, on n'est pas comme ça en général. Il y a quelque chose de plus fort. On a le plus beau métier du monde. Et il est ancré en nous. Et on a envie que ça continue demain. En fait, demain, je vais continuer d'exister au travers de mes repreneurs. Et c'est ce que vous ressentez aujourd'hui. Ouais, c'est le souhait que j'en ai. Si j'ai choisi déjà d'arrêter 10 ans plus tôt, ce qui n'est pas forcément évident, il faut être prêt à ça, il faut se préparer quand même à ça. Vous n'allez pas complètement arrêter, vous allez continuer. Non, il ne faut pas regretter demain non plus. Non. Donc, si j'ai choisi ça, c'est parce qu'en fait, dans les deux jeunes à qui j'ai transmis, je vais me retrouver dans la durée, dans 20 ans, je vais encore être exploitant avec eux, même si je suis plus là. Donc en fait, il y a une partie qui dans leur travail, vous vous retrouvez. Ouais, si ils vont continuer, je pense, je les ai choisis parce que ils vont continuer ce que j'ai commencé. Et donc en fait, ça va être ma vie qui va continuer par ce biais-là. Et en fait, ça c'est hyper important et ça a une valeur. C'est pas de l'argent. C'est pas quelque chose qu'on va vendre. Mais ça vous rend heureux. Voilà, c'est ça. Et ça et il y a pas que l'argent dans la vie, l'argent fait pas le bonheur, on dit des fois. Non. Et en fait, c'est important et moi c'était important que ça se passe comme ça. D'accord. Est-ce que vous avez douté à un moment donné, sérieusement? Non, parce qu'en fait quand on veut quelque chose, il faut se donner un objectif. Et en fait, à partir du moment où on a pris la décision d'installer, il fallait mettre ce qu'il fallait pour que ces jeunes puissent s'installer. Donc si on avait regardé que le côté argent,
c'est clair, ils seraient pas installés aujourd'hui. Par contre, on a fait des concessions de notre côté. On a accepté, on avait investi dans un outil performant, donc quasiment tout neuf, parce que le dernier bâtiment date d'il y a 2 ans, Ah oui. donc c'est quand même tout neuf. Ouais. Et on a loué derrière ces bâtiments. On n'a pas vendu, on n'a rien vendu. On a vendu que du cheptel et petite partie du matériel, c'est tout. Donc en fait, les jeunes, on leur loue bâtiments, terre. Donc on est un petit peu banquier nous aussi quelque part. Ah oui, pour l'instant ils sont en location. Ils sont en location. Donc en fait c'est un moyen de les aider à démarrer sans avoir des sommes colossales à emprunter auprès de la banque dans un premier temps. Et on avait vu ça avec la banque et du coup la banque a dit on suit parce que nous de notre côté on amène des gens en qui on a confiance. Ouais. On a aussi des billes là-dedans parce que demain on a des loyers, donc si on s'est trompé, on n'aura plus nos loyers, comme la banque n'aura plus ses remboursements, donc c'est quelque chose de très important parce que c'est quand même un investissement financier du coup là. Et en fait donc c'est un moyen de permettre ces installations tout en ne mettant pas le couteau sous la gorge comme on dit aux jeunes pour démarrer quoi, et pour qu'ils puissent s'épanouir dans leur travail demain. Et ces 2 jeunes, vous les avez présentés à la banque? Comment ça s'est passé? Ah oui, en fait, ça s'est présenté, ça s'est fait. Alors le premier, qui était notre neveu, qui était salarié chez nous avant, était déjà connu de la banque puisque on avait un projet GAEC ensemble, donc on s'était déjà rencontrés. Et l'autre, qui n'était pas Banque Populaire, donc est BPGO, est venu. Je l'ai présenté à ma banque, avec qui ça s'est bien passé. Et puis ils ont concrétisé ensemble, et j'en suis content aussi. Et ça fonctionne. Alors là, ça fonctionne. Merci beaucoup. On sent toute la fougue et toute l'identité, le bonheur. On y reviendra. Moi, franchement, je trouve ça extrêmement fort, votre témoignage, Lionel. Merci beaucoup. La transmissibilité, c'est la facilité de transmettre son exploitation. Alors, on va se dire les choses, hein. Chaque exploitation est différente et certaines, on l'a déjà un peu évoqué, Mélanie, sont plus faciles à transmettre que d'autres. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, Mélanie, pour améliorer la transmissibilité de son exploitation? Déjà, c'est en parler, anticiper. On va toujours dire la même chose, mais c'est important. C'est trouver tout ce qui fait que c'est y réfléchir le plus tôt possible pour se dire comment je vais transmettre, à qui je vais transmettre, mais surtout c'est identifier aussi cette exploitation. Elle peut être transmissible si oui. Je fais attention à ce que je vais transmettre. C'est-à-dire que 10 ans avant, si je me dis que je vais transmettre mon exploitation et qu'au final, je fais plus rien parce qu'au final, je me dis j'ai tout investi pendant 35 ans. Dans 5 ans, ça vaudra toujours ça et ça marchera toujours. Eh ben non. Aujourd'hui, il faut aussi se poser des questions bien en amont. Alors 10 ans avant, 5 ans avant, le plus tôt possible. Il faut continuer à investir. Bien sûr que oui, parce que on voit bien le monde agricole et les systèmes bougent. Continuellement en transition et il nous faut aider les exploitants à innover, à adapter leur système pour qu'il soit le plus transmissible possible. Peut-être que demain ce système-là fonctionnera, mais au moins qu'il le rende le plus transmissible possible, aussi en innovant, en finançant pas des gros investissements, mais quelque chose qui soit toujours viable au moment de la transmission. Donc on peut investir juste avant la transmission. On peut investir juste avant. C'est pas rédhibitoire, au contraire. Mais bien sûr que c'est pas rédhibitoire, au contraire. Du tout. Lionel, vous en avez dit un mot tout à l'heure, mais j'aimerais plus de précision. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez investi? Qu'est-ce que vous avez fait pour améliorer cette fameuse transmissibilité? Alors on a construit 6000 mètres carrés de bâtiments sur les 5 dernières années, donc c'est quand même pas rien. 6000 mètres carrés. 6000 mètres carrés. Donc c'est pas le petit morceau quand même. Oui. Donc en fait, l'idée était pour nous de ne plus amener l'herbe aux vaches, mais d'emmener les vaches à l'herbe. Alors je m'explique. Oui. En fait, plutôt que de concentrer sur un seul site tous les bâtiments, où on regroupe tout, où on amène tous les fourrages par du transport, et là en fait on a fait des bâtiments en plein milieu des champs, où on ouvre les portes et les vaches vont se servir l'herbe toutes seules. Donc en fait c'est une autre façon de penser. Donc économiquement c'est intéressant. Sur le côté vous avez un paddockage tout autour du bâtiment. Bien-être animal et tout, c'est au top. Et puis au niveau environnement, c'est difficile de faire mieux quoi. D'accord. Donc là 6000 mètres c'était vraiment le gros investissement. Vous avez pu le faire. Mais on l'a fait en plusieurs endroits. Donc on a fait plusieurs bâtiments. Des îlots, quoi. Mais avec des îlots de terre autour. On avait un bâtiment, son îlot de terre autour, un autre bâtiment avec son autre îlot de terre autour. D'accord. Et les 2 jeunes, ce système-là, ça leur va? Eh ben oui, puisqu'ils sont partis ils ont quelque chose
qui vient d'être créé, donc qui est très fonctionnel. Donc on a les premiers résultats économiques nous qui parlent aujourd'hui, qui nous montrent qu'on est beaucoup plus performant, parce qu'on a eu quelques années de recul derrière. Ça nous a apporté beaucoup plus. Vous avez gagné en performance avec ce système. Oui, on a gagné en performance et on a gagné surtout en confort de travail. Donc j'ai changé moi de métier il y a 6 ans quand on a monté les premiers bâtiments. On était en système vache allaitante en extérieur avant, donc avec la pénibilité que ça peut avoir dans l'hiver, pendant les vélages. Et là, on s'est retrouvé avec des... Vous aviez pas de bâtiment précédemment? Avant, on en avait très peu, quoi. Il n'y avait pas suffisamment pour tout nourrir, manger tous les animaux. Et là, on a un suivi dans les vélages, par exemple. C'est mon épouse qui s'en occupe maintenant. Avant, c'était moi. Là, on a des caméras, donc on surveille. On a une exploitation à 8 km, donc on a la distance. On a réduit la distance par les caméras. Et moi, je peux me libérer du temps à me consacrer à mes tâches de tous les jours. Mon épouse, elle, peut s'occuper de la maison, de son portable ou de l'ordinateur, de surveiller les vélages des animaux. Et j'interviens quand elle m'appelle pour... Du coup, ça a été un gros plus les dernières années où on commence avec l'âge à baisser un petit peu. Donc, ça a été aussi un autre coup de vent pour s'élancer sur les dernières années. Et là, aujourd'hui, on va transmettre quelque chose de super performant. Performant et confortable, j'allais dire. C'est-à-dire que vous évitez aux jeunes ce que j'ai vécu, moi. Vous en avez bavé, quoi. Oui, tout à fait. C'est quand même vachement sympa. Oui. Bon, alors, le réchauffement climatique, Mélanie, on le voit bien. Cet été, il a impacté tout le monde, hein, dans toutes les productions, j'imagine chez vous, Lionel aussi. Alors, les conséquences à 5 ans, 10 ans, on commence à les voir, on commence à les entreapercevoir. Est-ce que ça peut jouer, ça? Est-ce que c'est une clé dont il faut se méfier ou il faut réfléchir à l'avance aussi sur cet aspect transition? Alors effectivement, les aléas climatiques, en tout cas le dérèglement climatique, c'est pas nouveau pour nous. Il s'accélère. C'est quelque chose que forcément le banquier s'attarde parce qu'il faut absolument prendre en compte ces aléas qui deviennent de plus en plus fréquents pour adapter justement sans doute de plus en plus les systèmes. Nous, comment on fait concrètement, parce que c'est concrètement auprès de nos agris, aujourd'hui on a vraiment mis en place, et on s'y attarde plus qu'avant, un questionnaire par exemple très concret. Chaque conseiller va voir son exploitant à chaque rendez-vous en se disant voilà, toi t'es installé sur un système Intel, est-ce que pour toi l'aléa climatique tu le vois comme ça? En fait on se pose, c'est le sensibiliser sur l'irrigation, sur le gel, sur tous les aléas. Et fonction de ça, ça peut lui permettre de faire juste un déclenchement, de se dire ah oui, j'y ai pas pensé, ou alors oui justement, j'ai déjà engagé une idée de changer ou d'adapter mon système. Et derrière, nous c'est aussi de l'accompagner évidemment s'il a besoin de financement, mais c'est surtout en faisant ce questionnaire qui devient un questionnaire à chaque rendez-vous, c'est de sensibiliser l'exploitant à réfléchir à ces évolutions pour justement faire que dans son exploitation, il soit toujours adaptable et transmissible à terme. Lionel, sur votre exploitation, cet aspect transition agroécologique, est-ce que vous avez fait des choses spécifiques là-dessus? Je sais pas, par exemple pour les volumes de fourrage ou pour autre chose. J'ai bien compris que vous avez changé le système il y a 6 ans, qui est plus adapté, j'imagine, à plein de choses, notamment les bâtiments pour la chaleur. Mais est-ce que vous avez fait des aménagements spécifiques sur cette question? Ouais, on a énormément travaillé depuis 15 ans. Parce qu'on a bien vu à un moment donné que ça allait devenir compliqué. Système maïs qu'on avait avant, avec un risque élevé, l'année où il y aura pas d'eau l'été, il y aura pas de maïs. Vous étiez pas irrigué? Il y aura pas de fourrage. Vous étiez pas irrigué en maïs? Non, on n'est pas équipé pour être irrigué. Et donc en fait, on a changé de système. Et je me suis revenu avec un système beaucoup plus pâturant. Donc on a quasiment que de l'herbe aujourd'hui sur l'exploitation. Et ça nous a permis en plus d'arrêter les phytos. Donc depuis 8 ans sur l'exploitation, on est en 0 phyto. La transition est bien engagée chez vous. Ouais, c'est ça, ouais. On n'est pas bio pour autant, on n'en est pas loin, mais on reste, je reste toujours conventionnel. Conventionnel, mais je reste maître de ma propre, c'est moi qui décide chez moi. Donc en fait, je reste maître de ma façon de travailler. Et je me rends compte surtout que ça fonctionne très bien. Aussi bien économiquement et par contre, on a changé notre façon de travailler. C'est-à-dire qu'avant, on pâturait, avril, avec une pause au mois d'août, septembre-octobre, et un petit peu septembre-octobre. Aujourd'hui, on a ce changement d'été qui est beaucoup plus long, donc il faut fourrager beaucoup plus longtemps. Par contre, on met à l'herbe beaucoup plus tôt. On va sortir dès au 15 février. 15 février, c'est dehors. 15 février, les premiers animaux sortent. Et les derniers, aujourd'hui, on vient les rentrer. Donc, on arrive au 15 décembre et on vient de rentrer les derniers animaux. Donc, en fait, on essaye de capter le maximum d'herbe, mais pas forcément au moment d'avant.
Donc on fait pâturer dès qu'on peut, dès que ça porte. Donc le changement de système était déjà dans un esprit de durabilité, en tout cas vous le constatez aujourd'hui. Et alors avec ce système-là, on a des prairies qui sont relativement longues aujourd'hui, on a des prairies qui ont 15-20 ans. Et dans ces prairies, on a plein de mauvaises herbes, ce que beaucoup considèrent des mauvaises herbes, mais qui apportent énormément au cheptel, parce qu'en fait elles sont chacune leurs minéraux, leurs vitamines. D'accord, que vous laissez volontairement, quoi. Oui, tout à fait. Et on a des plantes qui s'acclimatent naturellement, qui sont beaucoup plus résistantes l'été. Donc on a différentes espèces dans la prairie, qui fait qu'on a des plantes qui vont pousser plus au printemps, d'autres qui vont pousser plus l'été quand c'est un peu plus sec. Évidemment au mois d'août rien ne pousse vraiment, mais ça repart plutôt à l'automne, etc. Donc cette partie-là nous a apporté énormément. Donc on voit bien que la transition est bien engagée. Mélanie, quels conseils on peut donner à tous les exploitants, à tous les éleveurs qui veulent partir là dans les années qui viennent? Alors déjà pour tous ceux qui nous écoutent et tous les autres qui ne sont pas là connectés, mais en tout cas, voilà, le maître mot, on l'a dit plusieurs fois, c'est bien l'anticipation. Lionel, nous l'a démontré en tout cas. C'est en parler, s'entourer de tous les professionnels qui sont autour. Si on se sent seul, en tout cas, il y a plein de monde autour qui donne, ça soit son notaire, je les ai cités tout à l'heure, son comptable, la banque évidemment, à travers ce bilan patrimonial que l'on peut faire à nos clients. Et puis, je dirais aussi un conseil qu'on n'a pas évoqué ça aujourd'hui, mais par exemple, réussir sa transmission, c'est peut-être aussi faire anticiper un rachat de compte courant d'associés. Ça, c'est clair. On se retrouve à la fin et là, il y a des comptes courants d'associés ultra gonflés. Donc ça, oui, l'exploitation, Lionel le disait, on a bien travaillé, on a beaucoup d'argent, mais on l'a pas sorti avant la transmission. Donc nous, en tant que banquier, c'est aussi aller aider nos agriculteurs à aller racheter les comptes courants d'associés par anticipation. Lionel, 2 ou 3 conseils que vous pourriez donner aux agriculteurs qui nous regardent et qui veulent transmettre? Faut pas attendre qu'on est à la veille de la retraite pour réagir, donc il faut s'y prendre, ou comme moi, très longtemps en avance, mais certainement pas l'année d'avant de partir. Donc il faut vraiment s'en anticiper. Et puis quand on pense avoir quelqu'un qui pourrait correspondre, se dire on va peut-être pas attendre 10 ans et on a la personne aujourd'hui, elle est là, on fait quoi? On la laisse passer ou alors on se dit tiens on fait un bout de chemin avec elle, pourquoi pas? Ça peut être envisagé comme ça. Au-delà du conseil d'anticipation, est-ce qu'il y a une méthode, Mélanie? Qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai pas de recette miracle. Du tout. Je crois qu'il y en a pas qui existent. En tout cas, c'est savoir d'où on vient, ce qu'on veut faire. C'est mon projet de vie, au-delà de l'exploitation familiale aussi. Qu'est-ce que je veux de ce projet de vie? Il faut se poser toujours ces questions. Ouais, projet de vie. Il faut se poser la question du projet de vie. Oui. C'est ça le. Est-ce que, on le voit bien avec Lionel, aujourd'hui, il arrête avant, mais parce qu'il a un autre projet de vie. Oui. C'est s'entourer. On en a dit, en parler. C'est aussi saisir l'opportunité d'un éventuel. C'est exactement l'exemple aussi Lionel. Il y a un repreneur potentiel qui peut saisir cette opportunité-là aussi, et pas attendre qu'il soit trop tard, parce qu'on l'a dit, on l'a pas encore vraiment dit, mais dans 10 ans, peut-être que j'aurai pas 1, 2, 3 repreneurs, mais j'en aurai peut-être 0. Ça veut dire que saisir l'opportunité, comme Lionel, on en discutait tout à l'heure. Désolé. On est d'accord, c'est ce que je veux dire. Mais voilà, et donc vraiment tous ces sujets-là, c'est ouvrir ses chakras, y penser. Et puis l'histoire qu'on a découvert à travers le film tout à l'heure de Lionel et du GAEC Amourio, c'est vraiment une histoire qu'on a nous valorisée en tout cas aussi au sein d'un prix, le prix de la dynamique agricole. On était fiers pour les 30 ans de ce prix au niveau du SPAS à Rennes de faire voir qu'une transmission ça peut se passer aussi très sereinement ou avec des fois des aléas, mais en tout cas que ça arrive et parce que c'est anticipé. Donc cet enjeu de renouvellement, il est fort, quoi. Donc il faut qu'on soit là tous ensemble pour en discuter. Un mot pour la fin, Lionel, avant de répondre aux questions des internautes. Allez-y, posez-nous vos questions, réagissez. On vous attend sur le chat, évidemment. Quel est votre sentiment? Je vous en prie, Lionel. Alors n'oubliez pas, il faut que les gens n'oublient pas que le métier d'agriculteur, ce sera le dernier des métiers s'il ne va en rester qu'un. C'est celui qui nous nourrira tous. Ouais. Donc, il est important qu'en fait, il y a des jeunes qui reviennent derrière. Il faut que ça revienne derrière, parce qu'on en aura besoin. Quel est votre sentiment à vous? Vous êtes serein, fier, heureux? C'est quoi d'un mot? C'est le plus beau métier du monde, donc allez-y, quoi. Très bien, donc on sent là le désir de transmettre et d'avancer. Alors, on va accueillir maintenant sur le plateau pour la séance de questions-réponses Justine Le Goff. Je vous en prie, Justine, installez-vous. Vous êtes responsable de projet au marché de l'agriculture à la Banque Populaire Grand Ouest. On va voir les questions des internautes avec vous. Bonjour. Et j'en ai une première qui revient très rapidement. On a tous dit, vous avez dit qu'il faut anticiper.
Combien de temps à l'avance? Est-ce que c'est 3 ans, 5 ans? J'en sais rien. Lionel, il faut anticiper combien de temps à l'avance? En fait, il faut déjà être prêt. Il y a des gens à 70 ans, ils ont pas envie d'arrêter. Donc en fait, il faut être prêt. Il faut vouloir arrêter. Et puis après, quand on a la volonté de se dire oui, il va falloir que j'y pense. Faut pas attendre trop tard. Mais après, il faut, à un moment donné, il faut prendre le train quand il passe. Et parce que là, vous aviez une opportunité en fait. Voilà, il y avait le neveu. 10 ans avant, il y a 2 ans, je m'étais pas posé la question d'arrêter. Mais il y a même moins de 2 ans, c'était pas du tout dans mes projets. Et en fait, c'est le fait que le gars que c'est pas fait, on s'en dit, ça change tout, ça a tout cassé. Ouais. Et en fait, on dit, comment on fait, comment on prend le problème, donc du coup, on change tout. Et on transmet quand même maintenant, puisqu'on avait prévu de le faire, on transmet, mais on change de vie. Vous avez vraiment changé la façon de penser. Combien de temps, Mélanie, d'après vous? Alors vous qui voyez beaucoup d'agriculteurs qui transmettent, combien de temps il faut? Et on va en voir de plus en plus, et c'est surtout ça, on sait tous que ça va arriver en mode wagon là. Ouais. Sauf que, comme on l'a dit, le côté aussi attache sentimentale fait que donc il n'y a pas de règle. Je dirais que si à partir de 50 ans, pour moi c'est le bon moment. Vous voyez, dès 50 ans, comment c'est? Je dirais une dizaine d'années avant, c'est idéal. Après, quand on est à 5 ans avant la retraite, c'est pas trop tard, heureusement. Bien sûr, mais contre, 1 an, c'est trop tard. C'est jamais trop tard, puisque évidemment, par contre, c'est pas idéal. Plus c'est 1 an, si on a un exploitant en face qui a un outil qui n'est pas évolutif, ça va être plus compliqué. Peut-être qu'il y aura et ce qui s'imagine de sa transmission sera peut-être pas la réalité. 1 an avant la retraite. Donc voilà, je dirais que 10 ans c'est idéal, 5 ans, faut vraiment y penser sérieusement. Ouais, sérieusement. Si j'avais une date à donner. 5 ans, c'est, j'allais dire, le bon moment, si on peut dire ça. Justine, y a-t-il des questions et qu'est-ce que nous demandent les internautes? Alors oui, il y a des questions. Alors j'en ai une. Vous mettez en avant l'importance de faciliter la reprise en cédant partiellement son exploitation ou en louant le foncier que l'on peut avoir en propriété. Ce n'est pas facile car cela veut dire se priver en quelque sorte d'un capital pour la retraite. Quelle alternative à cela? Lionel. Alors c'est vrai que c'est un capital qu'on se prive. Par contre, faut voir ça comme un investissement aussi, comme un investissement immobilier. On a un loyer qui tombe, donc nous on a pensé ça aussi. Donc voilà, c'est un complément de retraite quelque part et c'est régulier. On a fait ça au mois, donc tous les mois on a un loyer qui va tomber. Donc oui, c'est pas complètement perdu non plus. Non, c'est pas complètement perdu. Et puis sur le temps, quand dans 10 ans ou 15 ans, quand les jeunes auront les moyens d'acheter, là par contre on va transmettre, ce sera peut-être pour les enfants plus que pour nous, mais il faut le voir comme ça, c'est pas perdu non plus, quoi. Mélanie, sur cette question, donc pas grand-chose à rajouter, vous avez effectivement dit l'essentiel. Justine, autre question. On a une autre question, donc c'est un futur transmetteur qui n'a toujours pas retrouvé de repreneur. Il est à 3 ans, vers qui il doit se tourner? Quand on est à 3 ans, que ça devient urgent, qu'est-ce qu'on peut faire? S'entourer, je l'ai dit, il faut s'entourer de tout le monde, aller voir. Il n'y a pas d'urgence, mais voilà, il faut vraiment se poser là. Il y a un registre à la Chambre d'agriculture. Il y a la Chambre d'agriculture, évidemment, le registre. Et puis faire le bilan de tout ça pour voir et puis s'inscrire effectivement, c'est la première démarche. Faut aller à la Chambre avant, mais c'est extrêmement important que de s'identifier comme futur cédant. C'est clair. Je pense qu'aujourd'hui, il faut être prêt aussi à accepter qu'on n'ait pas la même production qui soit faite sur notre exploitation. Parce que des gens dans leur tête se disent, j'ai toujours fait du lait, il faut que ce soit du lait. Je pense qu'il faut accepter aujourd'hui, parce qu'on n'aura pas forcément le nombre de candidats en face, le nombre d'arrêts, que l'exploitation parte sur une autre production. L'important, c'est que l'exploitation vive. Oui. C'est peut-être ça le plus important. Et à un moment donné, quand on arrive à la fin, c'est de transmettre aussi. Donc, sinon, on va jusqu'à 70, 80 ans. Oui, c'est clair. Justine, y a-t-il une autre question? C'est une dernière question. En ce qui concerne la valeur de transmission d'une exploitation, quelle valeur est retenue? Patrimoniale, économique ou un mix des deux? Ça c'est une question pour la banquière. Pour la banquière, ça. D'abord, le jeune qui va s'installer en face, faut qu'il en vive. Nous, c'est notre priorité aussi. On va pas installer un jeune si c'est pour l'emmener dans le mur. Dans le mur, ça c'est pas possible. Donc il faut que ça soit d'abord la valeur économique, il va falloir bien la regarder. Et puis patrimonial, on verra, peut-être que ça sera une transmission parce qu'avec le cédant, on se sera arrangé de se dire on transmet le foncier qu'après et des choses comme ça. Mais la valeur économique reste le nerf de la guerre quand même. Oui, c'est la valeur économique en premier. Parfait, on a fini avec les questions, Justine. Merci à vous, merci Lionel, merci Mélanie, merci Justine. Alors je précise que vous pouvez retrouver
retrouvez toutes les informations avec un dossier, une enquête extrêmement précise, extrêmement fouillée, dans tous les magazines des éditions des Bois Baudry, PLM, Pormag et Filière Avicole. Vous voyez, alors c'était le numéro qui est paru en septembre, qui couvre le mois de septembre pour le SPACE. J'ouvre pour vous montrer. Patrimoine, transmission, vous avez toutes les infos à l'intérieur. N'hésitez pas à aller chercher des infos, ça pourra vous aider parce que, vous le savez, la moitié, je le répète, la moitié des éleveurs va transmettre dans les années qui viennent. Merci beaucoup pour ce webinaire. Merci à vous de nous avoir suivis. Hello Santé Nutrition, c'est terminé pour le premier jour. Ça reprend demain matin. Bonne soirée à vous.